Je crois que vous vous êtes organisés, les avocats de la défense. Donc, je vous laisse la latitude de commencer comme vous voulez. Voilà, vous avez la parole pour la défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. La défense s'est constituée s'est organisée de la façon suivante. Nous suivons tout simplement l'ordre qui nous a été indiqué dans l'ordonnance de renvoi. C'est-à-dire, vous entendrez en premier la défense de M. Dessart, puis viendra la défense de M. Nourdine Mouran, et enfin celle de M. Abdellah. Voilà, alors nous avons donc suivi à la lettre, en quelque sorte, l'ordre de l'ordonnance de renvoi. Monsieur le Président, il faut que j'ajoute, avant de commencer mes explications, que je voudrais brèves, il faudrait que je vous indique que nous avons pensé que, en ce qui concerne M. Dessart, qui a donc 3 avocats, nous prendrons d'abord une vue générale du dossier et de ce qui se présenterait à l'audience. Il ne peut pas en être autrement, Monsieur le Président, parce que, et c'est peut-être l'occasion de le dire ici, il ne peut pas en être autrement parce que l'avocat que vous voyez devant vous n'a pas eu, hélas, l'occasion de voir le dossier. Bien que la Constitution soit un peu ancienne, il n'y a jamais eu de notification. Il y a eu des procès-verbaux, et quand on les a demandés, on ne les a pas eus. Je passe. Il y a eu, heureusement, 2 de ces avocats qui ont eu connaissance, qui ont suivi. Donc je ne peux pas évoquer un vice de forme. Mais en tout cas, pour ce qui est de votre serviteur qui est devant vous, il est un peu sur les impressions d'audience. Je plaiderai essentiellement sur ces impressions d'audience. Et je voudrais commencer essentiellement par un regret. Je regrette, Monsieur le Premier, je regrette ô combien l'absence de mes confrères. Je regrette l'absence de mes confrères parce que, bien que les intérêts soient divergents souvent, il eût été quand même un peu normal et il eût été tout à fait légitime qu'on organise une certaine unité autour de cette défense. Je l'avais demandé, et de Paris d'ailleurs, avant que j'arrive. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. On aurait pu se concerter, et savoir exactement ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit et ce qui se dit et ce qu'on fait. Malheureusement, cette concertation n'a pas eu lieu. Il n'y a pas lieu de regretter trop, puisque de toute façon c'est trop tard. Mais, Monsieur le Premier, comme je le regrette, je le regrette parce que j'étais venu, moi, pour défendre les intérêts d'un prévenu. Et ce qui a été fait à l'audience, c'est le procès d'un procès. C'est le procès d'une affaire. Et ce procès d'une affaire, pour que nous y arrivions, il eût fallu passer par 3 chemins. Et ces 3 chemins, malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, et malheureusement pour l'accusation, malheureusement pour le ministère public, ces 3 chemins ont été fermés par les débats. Ces 3 chemins ont été fermés, et j'y reviendrai, nous y reviendrons tout à l'heure. Le premier chemin s'appelait un mémorandum.
ce mémorandum a été fermé. Ça devait nous porter jusqu'à ce champ vaste et immense qui s'appelle le programme de citoyenneté économique. Ce n'est qu'en suivant ce chemin que nous aurions pu arriver à ce point. Mais les débats ont prouvé que ce chemin était fermé. Nous y reviendrons. Nous le montrerons en garantie. Et puis, il y a le chemin de la note de service Semlès. Et cette note a été exposée à la base. Ce chemin a été suivi, nous l'avons suivi pas à pas, et nous sommes arrivés aussi à une impasse. Fermée. Et il y avait enfin un chemin qu'on appelait la Convention. Et cette Convention, on l'a prouvée. Cette Convention a été aussi un échec pour l'accusation. Alors, reste-t-il? Que reste-t-il? Reste que, malgré ce que nous avons entendu, et que nous ne pouvons pas examiner, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque nous observons que cela nous concerne. Le procès a été qualifié de procès politique. Un procès politique, à mon avis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai entendu parler tout à l'heure d'élections. Ce sont les premiers mots d'un de mes excellents confrères. Les élections. J'ai entendu parler d'élections. Les élections présidentielles qui arrivent. Non, rien à voir. Rien, absolument rien. Les élections doivent rester en dehors. Devrais-je alors rappeler l'adage bien connu dans tous les palais de justice. Quand la politique entre dans le prétoire, alors la justice plus sereine s'en retire. C'est bien évidemment, mon cher confrère, cet adage, tout le monde le connaît. Il ne faut pas que la politique intervienne dans ce prétoire. Si c'était de la politique d'ailleurs qui entrait dans ce prétoire, je n'y entrerai pas. Là, je vous le garantis, vous me connaissez. Je n'y entrerai pas. La politique ne doit pas entrer dans ce prétoire. Nous n'avons pas à parler d'élections. Je veux dire un mot, Monsieur le Président, des élections. Tout ce qui peut, tout ce qui doit se passer dans ce prétoire, c'est le dossier qui a été présenté devant vous par Monsieur le Commissaire. C'est tout. À l'exclusion de toute autre chose. J'ai entendu parler aussi de paix, et on nous a dit, et c'était une surprise très agréable, peut-être devrais-je dire désagréable. Pour moi, j'ai entendu parler de paix, qu'il y aurait ici une certaine paix, ici. Comment? Une certaine paix qu'il faudrait préserver parce que on reste, on laisse sa voiture dehors, ça-t-on dit, et quand on laisse sa voiture dehors, sans fermer, même les vitres ouvertes, peut-être, je crois, non? On peut être sûr que le lendemain, on revient et on trouve que tout est parfait, tout est normal. Nous savons bien, et bien sûr que nous savons que ce n'est pas vrai, qu'au contraire, la paix s'éloigne de plus en plus et que le problème qui se pose, ce n'est pas de la maintenir, mais de la faire revenir. Mais, à 2 ou 3 exceptions près, ces inexactitudes ne m'ont pas fait autant d'impression que le fait que... Mais c'est peut-être, je sais pourquoi. C'est parce que cela a été dit en français, en vieux français, vous allez dire. Et je n'entends pas du tout, enfin du tout, je n'entends que très peu cette langue. Si vous aviez parlé comorien, mon cher confrère, j'aurais compris. Mais parler français,
c'est un peu difficile pour moi. Et voyez-vous, je parle français, par courtoisie pour vous, c'est pour que vous compreniez. Mais vous aviez dit un mot, un vieux mot français, c'était quoi déjà? J'aurais pu entendre Margot, enfin, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas compris. Vraiment, mais je n'ai pas compris. Parce que c'était du français. On m'aurait parlé comment? J'aurais compris. Mais là, je n'ai pas compris. Et je crois que ce qu'il faudrait absolument, c'est retenir. Oui? Oui, je vous écoute. Oui, ce qu'il faudrait absolument, c'est regretter encore une fois, j'y reviens. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne peux rien dire, absolument rien dire de ce qui a été dit. Voyez-vous, mon cher confrère, si j'avais, moi, à plaider dans une affaire de cette espèce, je n'aurais pas cassé du sucre sur le dos des absents. C'est très, j'allais dire très moche. Non, ce ne serait pas, à mon avis. Mon humble avis, un confrère qui n'est pas là, un client qui n'est pas là, un adversaire qui n'est pas là, on ne l'accable pas. On ne l'accable pas, on ne l'injurie pas, surtout, on laisse les pièces parler. Il y a eu la lecture des pièces. Et je vous remercie, monsieur. Le premier, vous l'avez fait normalement, c'est la procédure. La procédure ne consiste en aucun cas à attaquer, et à attaquer de façon aussi virulente des absents. Des absents qui ne pourront jamais se défendre par définition, puisqu'ils sont absents. Évidemment. Et la seule lecture des pièces suffisait. Ces pièces n'ont pas été commentées, c'est commenté d'un seul côté et de l'autre. Il n'y a rien eu. C'est un peu facile, mes chers confrères. Je pense qu'il faut agir autrement. Ce n'est pas ainsi qu'on agit. On laisse les pièces passer, on n'attaque pas, et puis la Cour, en son âme et conscience, prend sa décision en toute liberté. Il faut ajouter à cela, je vous disais, si vous vous souvenez bien, monsieur le Premier, quand j'avais pris la parole la première fois, je crois que c'était lundi, j'ai pris la parole, j'avais dit que mon client n'avait rien dit. C'est-à-dire que si mon client avait voulu, il aurait pu, lui aussi, puisque la défense n'était pas la même, présenter aussi ses exceptions. Et vous me permettrez, de toute façon, je crois qu'il y a cette infraction-là à propos de l'article 14 de la loi du 4 mars 1981 qui a institué le recours. Il y a eu l'évocation de la constitution de partie civile. Très clair. D'autres l'ont dit, mais pas nous. Nous n'avions rien dit. Donc théoriquement, si nous l'avions voulu, nous aurions pu, nous aussi, in limine litis, déposer les mêmes conclusions. Nous ne déposons pas ces conclusions. Nous ne les avons pas déposées, tout simplement parce que nous avions hâte. Nous avions hâte de voir transparaître, apparaître ce vrai jour, la vérité. Nous avons voulu que la vérité, qui est l'innocence absolument parfaite de monsieur de Sartre dans cette affaire. Et nous avons dit, je le rappelle, quelle que soit la juridiction, pourvu qu'elle soit crédible, quelle est la juridiction dans ce pays qui peut être plus crédible que la juridiction qui est présidée par le premier président de la Cour d'appel? Il n'y en a pas. Alors maintenant, que la formation elle-même soit illégale, c'est une autre histoire. Mais vous êtes là. Mais vous êtes là, monsieur le procureur de la République, parce que vous êtes le procureur de la République.
découvert d'ailleurs, vous permettrez au passage. Je vous ai connu, vous vous souvenez peut-être, au début de votre carrière comme président du tribunal et j'étais ravi, mais vraiment bien. Vous ne savez pas aussi fort, aussi bon, comme vous êtes procureur de la République. Et la première fois, si je me souviens bien, que je plaide. Et je suis parfaitement à l'aise de vous dire que j'apprécie beaucoup votre froid, votre calme, votre sérénité, parce que vous êtes, je le disais tout à l'heure dans le couloir, tout simplement merveilleux. J'étais vraiment aimé. Sans nerfs, sans colère. Et c'est bien ce qui vous rend beaucoup plus redoutable. Mais tous mes compliments, monsieur le procureur. Je crois que, cela dit, nous avons donc cela. Vous êtes là, monsieur le Premier, messieurs, madame, messieurs les assesseurs, vous êtes des citoyens honorables, bien connus, bien connus. L'honneur de connaître à fond, en détail, tout ce que je veux connaître, parce que je viens de venir, et le dossier m'est à peu près inconnu. Je plaide sur des impressions d'audience. Je pense que il ne peut pas y avoir de juridiction plus autorisée, même si par ailleurs la formation elle-même est très conviviale. Je pourrais, mais je ne la pas. Mais si votre juridiction, comme je l'espère, arrive aux mêmes conclusions que celles que nous avons tirées du côté de la défense, alors, quel que soit ce qu'on peut dire, je serai l'homme le plus heureux du monde. L'homme le plus heureux, parce que mon client sera l'homme le plus heureux du monde. C'est lui qui a rêvé, mais rêvé des années et des années de ce jour glorieux, de ce jour incroyable, de ce jour où enfin, la vérité éclatera. Quelle que soit la juridiction, et surtout si c'est une juridiction qui a la même valeur, la vôtre. Je pense que c'est véritablement le rêve. Ce rêve devait être brisé. Alors évidemment, nous serions alors triste. J'espère. Frère aussi, c'est le rêve de ça. C'est le rêve de tous ceux qui aiment. De voir, non pas des si, non pas, non, il veut voir véritablement, clairement, dit qu'il n'a rien fait. Il m'a dit parce que, encore une fois, chacun reste ici dirigé par les ordres que nous recevons, les ordres que nous recevons. Nous, autant que nous sommes, nous recevons les ordres de nos clients. Et c'est pour ça que je comprends parfaitement, bien que je désapprouve, je comprends parfaitement l'attitude de nos confrères qui ont tourné les talons et qui sont partis. C'est comme ça. Si le client dit, allez, vous allez, je vous assure, que si monsieur de C me disait à l'instant, à cet instant précis où je parle, me disait à l'instant, les égouts, vous êtes un bavard, prenez la porte. Et c'est pour ça que je comprends. Il m'a dit, moi, ce que je veux, évidemment, qu'il y ait des exceptions. Je ne veux pas, mais je veux simplement. Le mandat
le mémorandum. En ce qui concerne le mémorandum, je dirais un mot ou deux, mais mon frère, vont venir à cette barre pour expliquer en détail. Le mémorandum, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Monsieur le commissaire du gouvernement a parlé de manquement. Vous avez parlé de manquement. Monsieur le commissaire. Très bien. Mais je ne sais pas que ce soit un code pénal nouveau. Un code pénal, je ne vois pas un seul qui dit qu'il y a eu que le manquement est un délit, que le manquement est une infraction. Manquement quelque chose, le manquement c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a effleuré, c'est de l'inattention, c'est de la négligence. Dans les contraventions aussi, négligence, oui, etc. Bon, là on ne cherche pas. Si, et s'agissant d'infractions concrètes, s'agissant d'infractions qui est délictuelle, quand il s'agit d'une simple négligence, quand il s'agit d'une toute petite chose, une simple inattention, non, il n'y a pas d'infraction. Il peut y avoir d'infraction par l'inattention dans une contravention, d'accord. Dans un délit comme celui-ci, surtout un délit comme celui-ci, il est impossible, absolument impossible de parler d'un délit. On a écrit. Alors, si c'est un manquement, et vous en avez dit, si c'est un manquement, pour ce qui est de cette on peut lui reprocher une certaine maladresse, une certaine timidité, mais je ne veux nulle part de pénal, à moins que ce soit un peu trop vieux. Je n'ai vu nulle part que la maladresse dans un délit de faux et une sorte. Il n'y a pas de ça. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'on nous répondra tout à l'heure, elle existe. Eh bien, je l'examinerai, nous l'examinerons ensemble, et si j'ai tort, je ferai amende honorable. Mais là, le manquement, non. On vous a dit manquement. Et que, véritablement, on a véritablement... Mais alors, je ne sais pas pourquoi, parce que nous autres... Il faudra qu'on m'explique, parce que vraiment, je comprends, je suis peut-être un peu décalé. Je comprends pas. En tout cas, pour ce qui est du mémorandum, eh bien, nous avons eu le président de la République, nous avons eu le vice-premier ministre d'Abu Dhabi, nous avons eu Bachar, nous avons eu peut-être... Ah, parce que je l'avais vu. Alors s'il n'était pas là, il faudra vérifier. Parce que je l'avais vu, on a peut-être rectifié une petite erreur dans l'ordonnance de renvoi, parce qu'on avait dit que Mohamed Ali était là. Vous vérifierez, monsieur le président, qu'il y a eu effectivement quelqu'un, on a dit qu'il y avait quelqu'un qui n'y était pas. Mais peu importe, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y avait des gens, et le président de la République était là, et que mon Dieu, il était difficile. Après que M. de Sarre ait été appelé de la présidence, alors qu'il était à la présidence, il vient, on lui dit de signer dans un sujet dont il a entendu parler déjà. Il a entendu parler de 54, il a présenté un document, évidemment, qu'il ne lisait pas, qu'il ne pouvait pas lire, parce que c'est un document en arabe, il ne pouvait pas lire. Et ce document qu'il avait sous les yeux, il y avait
tel qu'il ne pouvait pas. Alors, je voudrais que vous le retiriez. Parce qu'il n'est pas vrai que M. Dessart était tout. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit et vous avez dit. Vous l'avez dit et ce n'est vraiment pas le cas de M. Dessart, c'est un homme qui a été une excellente unité, qui est morale et intellectuelle. Vous savez, ces mots-là ont un peu troublé. Ces mots-là sont un peu gênants. Il faut l'enlever. Bon. Rien. Si vous voulez persister, je crois que là, vous savez, ça me rappelle une chose. Ça me rappelle, vous vous souvenez de... Oui, vous avez été à Paris, je crois. Oui, vous avez été au barreau de Paris. Oui. Il y a eu Maître Jean-Louis Tissier-Biancourt qui avait provoqué quelqu'un en duel, parce qu'il ne pouvait pas faire ici, c'est l'existe. Il avait provoqué quelqu'un en duel qu'il avait traité un nom d'oiseau. Et il a dit non, ça passerait bien. Il a fallu l'intervention du barreau, l'intervention du tribunal, l'intervention du président, etc., pour que les choses s'arrêtent là. Non, 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 chers confrères, ce sont des choses qui ne se disent pas ici. On ne traite pas un homme de ça, de tout. Nous savons qu'il a une intelligence supérieure à la mienne, je le sais, et ceux qui ne le savent pas doivent le savoir. Je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas cela. Vous pouvez un autre propos si vous voulez. Enlevez-le. Je crois que c'est ça qui est mieux. Bon, je ferme la parenthèse, monsieur le premier. J'excuserai de cette lourde parenthèse, mais c'était absolument nécessaire. Alors, pour en revenir donc à ce moment précis, où le mémorandum devait être signé, et où il a signé, pour en revenir à ce moment précis, je crois que nous avons la possibilité de voir que dans ce cas précis, à ce moment précis, il n'y avait pas d'autre chose que de signer. La signature a été faite. La signature a été donnée, mais sans savoir pourquoi, sans savoir comment. Il y a eu une maladresse, il y a eu une inattention, d'accord, mais il n'y a pas eu une intention. Et d'ailleurs, c'est curieux, vous avez remarqué, monsieur le premier, madame, monsieur de la Cour, vous avez remarqué que, alors que dans l'ordonnance, je pense aussi que dans le réquisitoire définitif, il y avait les mots détournement de deniers publics. Je n'avais plus. Vous référez aux dernières réquisitions de monsieur le commissaire, et vous verrez bien qu'il n'y a pas de détournement. Les détournements, il ne peut pas être accusé de détournement. Il n'a jamais touché d'argent. Jamais. Jamais. Il a eu des problèmes de papier, le problème du mémorandum, le problème de la convention, le problème de la norme. C'est tout. Mais de l'argent qui aurait passé entre ses mains, de l'argent qui aurait passé d'une caisse à l'autre, ou d'un compte à l'autre, non. Non. Et quand il était enfin pour la Convention, quand il était ministre des Finances, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a sauvé l'État d'une grande catastrophe.
Il a sauvé 16 millions de dollars. 16 millions de dollars. C'est 16 millions de dollars. Il faut bien en parler quand même. Il faut bien en parler. Parce que l'État n'a pas coincé. L'État ne l'a pas posé. L'État a dit, bon, très bien, nous allons suivre ces 16 millions de dollars. Nous allons les suivre et nous allons les récupérer. Il y a eu des procédures d'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a accepté. Et si l'État a accepté la convention, elle ne peut pas aujourd'hui venir la réclamer, puisqu'elle est acceptée. L'État a accepté qu'il y ait une convention. Comment peut-elle aujourd'hui venir la réclamer? Ah, possible. C'est tout simplement pas possible. Alors, il faut être sérieux. Il faut voir avec discernement tout ce qui s'est passé à propos de ces documents qui ont été signés. Dans un mémorandum. En ce qui concerne le Semblex, alors là, je suis vraiment un peu perplexe. Parce qu'en ce qui concerne le Semblex, on dit que M. Dossard a préparé, on va dire par exemple qu'il a fabriqué une voiture et que cette voiture a fait un accident et qu'il est donc responsable de cet accident parce qu'il a fabriqué la voiture. Ah non, non, il faut être sérieux, c'est pas possible. Il a fait la note, c'est vrai. Il a mis en le système administratif qui est tout à fait louable, qu'il nous a expliqué. Il nous a dit pourquoi il l'a fait. Il nous a dit pourquoi il l'a fait. C'était pour faciliter la procédure qui devait s'appliquer à beaucoup de personnes, beaucoup de Comoriens, pas de bidous, pas de quel va du pied qui n'ont pas de banane. Non, c'est tout simplement, Semblex, c'est l'usine où on fabrique les passeports. Alors, quand même, Semblex, il n'aurait pas, parce qu'il y aurait un programme il n'aurait pas le droit de le paralyser, il n'aurait pas le droit de le faire. Mais c'était son devoir. C'était son devoir de le faire et il l'a fait. Maintenant, si vous avez une voiture, encore une fois, faites cette voiture, vous la mettez à la disposition des gens. Et puis, s'il y a un chez-lui, un accident, la voiture pourra être poursuivie parce qu'il a fabriqué la voiture. C'est une licence. Absolument. Donc vous voyez que les personnages sont barrés. Mémorandum, barré. Semblex, barré. Convention, barré. Nous avons eu avec la convention, et c'est lui seul qui a pris pour la convention. Personne, et je crois d'ailleurs que l'un des avocats de la partie civile a bien voulu le reconnaître, et vous-même aussi, moi, monsieur le commissaire du gouvernement, je crois que vous avez bien voulu le reconnaître aussi, que nous avons eu des moments heureux. C'est dur parce que il y a eu les recettes de l'État qui sont rentrées et il y a eu tous les bienfaits de cette procédure. Je crois que quand on dit qu'il y a un lien entre M. Dossard et les effets néfastes du programme de citoyenneté économique, je crois qu'on fait un peu d'abus. C'est de l'abus. C'est de l'abus parce qu'il n'y a rien, tous ces chemins-là, il n'y a que ces trois-là. Il y a, c'est pour ça d'ailleurs, monsieur le commissaire,
que vous allez renoncer au détournement du denier public. Non, il n'y a pas de détournement du denier public, il y a un faux. Ah oui, mais c'est faux, c'est de la maladresse. Ce faux, ce n'est pas véritablement un faux, c'est parce qu'il n'y avait pas d'intention. Et l'intention, tant qu'elle n'existe pas, l'infraction, nous le savons, n'existe pas. Voilà, monsieur, comment je pense qu'il faut examiner ce débat. Nous allons passer maintenant au détail. Nous allons passer maintenant, avec mes deux excellents confrères qui viendront à cette barre, nous allons essayer d'avancer un peu plus vers un dénouement qui, je l'espère, sera absolument heureux pour tout le monde. Merci, M. Elanio. Maître Aïcha, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les membres de cette honorable cour, Monsieur le commissaire au gouvernement, mes très estimés confrères, des mots. J'ai entendu plusieurs mots depuis lundi. Sbire, paria, voleur, escroc. Des mots qui dépassent de loin